Alors, bonsoir à tous et quel plaisir de vous retrouver après cet été, après ce passage de saison, suite à un printemps assez mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et on est vraiment très heureux au Repos Saint-François d'Assise de vous recevoir pour une nouvelle et une soirée avec une invitée. Donc, on est très heureux d'accueillir pour la deuxième fois. On l'a accueillie il y a quelques années déjà. Alors, Joanne de Montigny pourra vous la présenter très bientôt. Alors voilà, on reprend notre cycle de soirées sur le deuil, automne 2020. Comme vous le savez, vous pouvez en tout temps vous référer à notre site web pour toutes les informations, rsfa.ca. Et vous avez une section d'info deuil où vous avez tous les coordonnées de nos activités. Et de même, on a des nouveautés. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui y étaient, au printemps, et Madame de Montigny a préparé des capsules web, donc qui sont en permanence sur notre site web, que vous pouvez consulter. Donc, c'est très intéressant, vous verrez, avec des invités quand même qui apportent beaucoup à réfléchir et à nous faire cheminer dans ce chemin qu'est le deuil. Et aussi la nouveauté avec la technologie qui nous a été un peu imposée suite à la pandémie, où on a commencé à faire nos soirées deuil en ligne. Et un des avantages, parce qu'il y a toujours un avantage quelque part, c'est que maintenant, tout le contenu des soirées demeure en ligne. Donc, vous pouvez en fait, regarder, écouter les soirées sur le deuil passées. Il y a certaines thématiques ou des fois des invités qui pourraient vous intéresser. Alors, c'est là maintenant en permanence sur notre site. Donc, voilà, l'information technique est passée et je voulais aussi vous aviser d'un petit changement. On avait l'habitude depuis déjà plusieurs années de vous préparer un colloque. Vous vous souvenez d'une demi-journée. Ça se passait normalement le dimanche vers la fin octobre. Et c'était programmé pour cette année. Tout le travail avait été fait. Joanne avait travaillé très fort, Joanne de Montigny, pour mettre en place nos invités, le programme. On y était. Malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, on ne pourra pas tenir l'événement dans la forme qu'on voulait, donc en vous y rencontrant. Et on est un peu déçus, mais quand même, on pense que c'est important de vous faire bénéficier de ces invités qu'on avait et de ces témoignages, de ces conférences. Donc, on a discuté, Joanne et moi et les invités, et on vous présentera non pas un colloque à une journée fixe, mais des capsules web, comme vous avez déjà la possibilité de voir sur le site du rsfa.ca. Et ce sera probablement les mêmes invités qu'on souhaitait et qu'on aurait eu le grand plaisir d'avoir si on avait tenu le colloque en présence. On espère que c'est simplement partie remise pour l'an prochain, mais à tout le moins, il y aura quelque chose et c'est des invités très spéciaux et on était trop contents, là, et Joanne avait travaillé trop fort pour prendre tous ses contacts et nous préparer un beau programme. On va le tenir, mais d'une façon différente. Et n'hésitez pas, encore une fois, à consulter en tout temps notre site web ou de nous écrire. Donc, quand vous avez à communiquer avec nous, vous allez voir au courant de la soirée l'adresse là, qui passera à l'écran. Donc, c'est info@infodeuil, en un mot, infodeuil.ca. Donc, info@infodeuil.ca. Et on vous lit, bien sûr, et vous aurez réponse. Alors voilà, c'est assez en ce qui me concerne. Je vais céder la parole maintenant à Joanne de Montigny, qui peut presque se passer de présentation, mais quand même, je rappelle à tous, pour les gens qui viendraient de joindre à nous pour la première fois, Joanne de Montigny est psychologue depuis bon nombre d'années. Elle est spécialisée dans le deuil. Elle est aussi auteure et elle est conférencière, elle est formatrice, donc plein de choses. Et j'ai l'immense plaisir de collaborer avec Joanne, qui nous donne un grand coup de main depuis déjà 2015 au Repos Saint-François d'Assise. On est très heureux de ça. D'ailleurs, je profite de l'occasion, avant de lui céder la parole, pour la remercier. Donc, je cède la parole à Joanne. Elle va vous présenter le programme de ce soir et je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se reparlera à la période de questions. Merci.
À vous, Joanne. Oui. Alors, un beau bonsoir à tout le monde et merci à mon tour de dire pour nous donner, Alain, cette occasion de nous rencontrer, même de façon virtuelle, mais d'être ensemble. Alors, ça, c'est grâce au repos Saint-François d'Assise et je suis très heureuse de penser que des personnes ce soir qui avaient l'habitude de nous rencontrer en présentiel sont quand même avec nous, branchées à l'écoute et à la fin, peut-être en nous formulant leurs questions après que notre invité leur aura parlé pendant peut-être 35-40 minutes et nous garderons une vingtaine de minutes pour les questions. Et Marie-Ève et moi, à l'occasion, on vous donnera une réponse à ce questionnement ou en tout cas, on portera la question avec vous. Alors, moi aussi, sans plus tarder, j'ai l'immense, immense plaisir de vous présenter Marie-Ève Richard. Marie-Ève, pour certaines personnes, se souviendront, était venue, accompagnée de sa mère, nous parler de ce qu'elle va nous dire ce soir. Ça fait 8 ans que l'événement est arrivé. Il y a 4 ans, Marie-Ève et sa mère nous confiaient comment elles vivaient leur traversée de deuil. Et ce soir, nous avons l'immense, je le répète, c'est le mot qui me vient, privilège de recevoir Marie-Ève qui nous donnera un aperçu de là où elle en est avec la perte de son frère Maxime. J'ai beaucoup aimé le titre de sa présentation, Apprendre à se relever pour viser encore plus loin. C'est comme ça. Je crois que le titre en dit long. Quand on dit se relever, c'est parce qu'on a basculé, c'est parce qu'on a été cloué au sol. Et puis en se relevant, on se dit qu'il faut s'accrocher aux parois de la vie et viser toujours plus loin pour vraiment faire quelque chose de ce qui nous est arrivé. Euh, Marie-Ève, je vais la présenter, Marie-Ève Richard, et puis elle va compléter après. Elle est ingénieure de formation. Elle a passé donc à travers de rudes épreuves lors de la perte de son frère et complice, c'était aussi son ami complice Maxime. À peine son adolescence terminée, la vie la mettait face à une situation inattendue. Depuis le jour où tout a basculé, quand Maxime s'est enlevé la vie, Marie-Ève lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale et sensibilise la population face au tabou du suicide. Elle est convaincue que le changement passera par cette sensibilisation à la population euh, et c'est pourquoi elle encourage toute personne à parler ouvertement de la maladie mentale. J'aurais beaucoup à dire et j'empiéterai trop sur le temps précieux de Marie-Ève. Si vous avez vu sur l'affiche la lumière qui est derrière elle, je crois que c'est la lumière qu'elle porte en elle. Et c'est une lumière qui, moi, m'inspire et m'éclaire. Lorsqu'elle était venue parler au colloque, j'étais émue, j'ai pleuré, mais j'ai eu beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, je pense qu'elle vient nous dire hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espoir. J'ajouterai une petite chose parce qu'elle sera trop modeste pour le dire. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver un petit YouTube sur elle qui est magnifique. Et ça, on dit d'elle semeuse d'espoir. Marie-Ève Richard est lauréate du Trophée Avenir dans la catégorie personnalité deuxième et troisième cycle du gala Force à venir. Alors, j'aime ça, avenir, parce qu'on peut le dire force à venir et force à venir.
Donc, c'est magnifique et je lui cède maintenant la parole à cette belle semeuse d'espoir que nous avons avec nous. Merci, Marie-Ève, d'avoir accepté notre invitation et on vous écoute. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour cette charmante présentation. Ça me touche beaucoup. Je voudrais aussi, premièrement, vous dire que je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous partager mon expérience dans l'espoir que ça puisse en aider quelques-uns. Alors, je vais me présenter brièvement. J'ai fait un baccalauréat en génie biomédical et lors d'un stage vers la fin de mon bac, j'ai travaillé dans un hôpital en gestion de projet pour la construction. Et c'est là que j'ai découvert que je voulais m'en aller en construction. J'ai donc complètement changé de parcours. Et je travaille maintenant en gestion de projet sur des projets de construction dans la ville de Montréal. Et pour moi, ça a vraiment été un moment où j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas où je m'en allais. Et quand je suis tombée là-dessus, j'ai trouvé ça merveilleux de voir les choses se bâtir, de vraiment voir le concret qui prend forme et qui peut se modeler à partir de presque rien. Alors, c'est pour ça que j'ai changé de direction. Sinon, j'ai grandi à Montréal, à Longueuil, pardon, avec mes parents et mes 3 frères. Donc, on avait un beau petit quartier, c'était super agréable. Et quand je suis rentrée à l'université, j'ai déménagé à Montréal pour être plus proche de l'école. Et je vis maintenant encore dans un beau quartier à Villeray, entouré de belles personnes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Maxime et par la suite, je vais vous parler de mon cheminement à travers les épreuves que j'ai vécues suite à son décès. Maxime, c'était avant tout un artiste. C'était un musicien. Il jouait de la batterie, de la guitare. Parfois, il s'en allait au piano ou même au saxophone. Maxime, c'est un autodidacte. Il a appris beaucoup à jouer par lui-même en écoutant la musique. Il faisait juste répéter ce qu'il entendait. Il était vraiment doué pour ça. Maxime, c'était aussi un sportif. Il a joué au basket, il a fait beaucoup de wakeboard. D'ailleurs, j'ai été son assistante entraîneur au basket pendant quelques années et ça n'a jamais dérangé Maxime que sa sœur soit assistante. On avait d'ailleurs une belle complicité sur le terrain. Maxime, c'était aussi quelqu'un qui avait des amis assez proches avec qui il jouait de la musique, il faisait partie d'un petit band de musique. Donc, à l'école, ça allait bien. Il était dans la moyenne. Il n'y avait pas de problème avec personne. Et pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Pourquoi je vous parle de Maxime? En fait, c'est que Maxime, c'est pas juste une statistique. C'est quelqu'un qui est en arrière et on parle beaucoup des statistiques, 3 personnes qui passent à l'acte à chaque jour au Québec, ce genre de choses, mais il faut se rappeler qu'en arrière de ces statistiques-là, il y a des gens qui ont de la famille, des amis, des sentiments et qui ont eu une vie. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça important de vous présenter Maxime. Maintenant, Maxime et moi, on a toujours eu une très belle complicité. On était un peu comme les 2 doigts de la main. C'était mon frère, mais c'était mon complice, c'était mon meilleur ami, c'était mon confident. Et pour vous donner une idée, la proximité qu'on avait, on jouait souvent ensemble, parfois même au détriment d'autres amis. Et quand on jouait à des jeux de société, on ne voulait jamais jouer un contre l'autre. Alors, on inventait des méchants contre qui on jouait. Et vous ne le croirez jamais, mais on gagnait toujours. Alors, ça, c'est la complicité qu'on avait. On voulait tout le temps avancer dans la même direction ensemble. Et je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Le 28 février 2012, je me suis levée un matin et l'école était en grève, alors je restais à la maison toute la journée. Et j'ai croisé Maxime dans les escaliers. Il s'est retourné, il m'a dit « Marie, je t'aime. » Je lui ai répondu « Moi aussi, je t'aime fort, Max. » Et il est parti, je suis allée à la salle de bain, je suis retournée me coucher. À ce moment-là, j'ignorais que ça allait être les dernières paroles que j'allais échanger avec mon frère. Alors, Maxime est parti pour l'école. Et il a dîné, il a fait l'avant-midi, il a dîné à l'école avec ses amis et par la suite, il est sorti, il s'est changé et il est parti de l'école en courant. Ce qui a alerté un petit peu l'école qui, par la suite, nous a informé que Maxime était parti. Ils nous ont demandé de les rappeler quand on allait le retrouver ou avoir des nouvelles. Alors, on a trouvé ça un petit peu intriguant parce que normalement, l'école ne demande pas de rappeler. Ils font juste informer les parents que l'élève est absent.
Alors moi, bien sûr, j'étais à la maison toute la journée. Ça a commencé à me faire stresser un petit peu. Maxime n'était pas à la maison. On essayait d'appeler des amis. Tout semblait un petit peu bizarre. Et le soir, moi, j'ai entraîné au basket. Donc, je coachais des jeunes filles de 4 à 6 heures. Alors, bon, on cherchait Maxime. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il était supposé aller voir un orienteur ce soir-là et mon père lui avait rappelé juste la veille. C'était un peu imprévu. Et on se disait que peut-être il voulait se rebeller contre ça, même si ce n'était pas du tout son genre. On essayait de trouver une réponse à ces questions-là. Alors, je suis allée à ma pratique de basket, mais j'avais la tête ailleurs. Et quand je suis revenue à la maison le soir, j'ai compris que tout allait changer. La porte était ouverte. Tout le monde était dans la maison. Et là, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. On venait de trouver des lettres sur le bureau de Maxime et un de ses amis en avait trouvé dans son casier à l'école. Un total de 18 lettres qui expliquaient son mal-être et qui expliquaient aux autres pourquoi il avait commis ces gestes et les remerciait pour ce qu'ils avaient fait de son vivant. Alors, c'est vraiment à travers les lettres de Maxime et les écrits qu'il a laissés qu'on a compris sa douleur. Maxime n'en a jamais parlé à personne. Il ne m'a jamais confié sa douleur. 2 jours avant qu'il passe à l'acte, on était dans la cuisine, je me souviens encore, on se faisait des sandwichs en dansant et en chantant. Je n'aurais jamais cru que 2 jours plus tard, il s'enlèverait la vie. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile de savoir que c'était trop pour lui, c'était peut-être honteux et il ne voulait vraiment pas s'ouvrir, pas en parler à personne. En fait, c'est faux. Je vous dis qu'il n'en a parlé à absolument personne, mais lors de son dernier voyage, parce que Maxime a pris l'autobus, il a parlé avec un itinérant. L'itinérant lui avait demandé de l'argent, il avait dit « Ah, de toute façon, moi, ça ne me sert plus à rien. » Et là, l'itinérant lui avait demandé pourquoi, et Maxime lui avait expliqué qu'il s'en allait s'enlever la vie. Et l'itinérant a essayé de le convaincre un peu, a essayé de discuter un peu avec lui, mais il ne savait pas trop quoi faire, alors c'est resté comme ça. Et ça, on l'a appris parce que Maxime a laissé des derniers écrits dans un carnet qu'on a retrouvé sur lui. Et dans son carnet, il disait « Ça me faisait presque de la peine de le quitter. » Et en parlant de l'itinérant, et c'est là qu'on se rend compte que parfois, la vie tient à pas grand-chose. Peut-être que si Maxime s'était ouvert un petit peu plus, peut-être qu'il ne serait pas passé à l'acte. Donc peut-être que s'il en avait parlé, ça aurait changé les choses. Et bon, il n'en a pas parlé, on ne peut pas changer les choses. Par contre, on peut essayer de travailler sur la société pour que ça soit plus facile. Maxime, on n'a pas parlé parce que le suicide, c'est tabou. Les maladies mentales, on n'en parle pas, ça se voit pas, on ne sait pas c'est quoi, c'est pour beaucoup de gens, c'est honteux ce que ça ne devrait pas parce que c'est une maladie comme une maladie physique, c'est juste, ça se représente différemment. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me battre pour la prévention du suicide et juste le fait de parler ouvertement de la maladie mentale. Maxime avait dit, j'aurais voulu en parler, mais on m'aurait dit, Max, t'es con, le suicide, c'est pas une solution. Alors, j'ai préféré me taire dans un des écrits qu'il a laissé. Alors, c'est pourquoi je porte de l'avant ce message-là pour dire aux gens de s'ouvrir et de parler. Donc, 28 février, Maxime est parti. On l'a cherché beaucoup. On a eu beaucoup de soutien de la police, des communautés universitaires, des amis. On a même eu du soutien de complets inconnus qui ont cherché, qui ont distribué des affiches. Il y a un élève de l'école de Maxime qui avait fait une vidéo qu'il a mise sur YouTube qui a été vue des milliers de fois. Ça veut dire que c'était des milliers de Québécois qui étaient au courant de la disparition de Maxime. Donc, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés à diffuser le message. Surtout qu'on ne peut pas mettre d'affiches avant 24 heures de disparition. Et pour nous, les secondes étaient comptées. Donc, les réseaux sociaux nous ont permis de faire distribuer la photo de Maxime et son avis de disparition avant l'avis officiel de la police. Et le 1er avril, on a reçu un appel. Le corps de Maxime inanimé avait été retrouvé à 100 km de chez nous dans un boisé. Alors, ça a été un coup très dur pour la famille, pour les amis, pour tout le monde. Ça a été vraiment à ce moment-là qu'on a été obligé de se mettre face au fait que c'était vraiment fini. L'espoir n'était plus là. Alors, mon deuil est passé par plusieurs étapes. Au début, il y a eu le choc, le 28. Ça a été un choc pour moi. Je ne l'ai jamais vu venir. Je ne m'attendais pas à ça. Personne ne l'a vu venir.
Je pourrais probablement dire que ça a été un choc pour énormément de personnes et c'est la première étape. Après, je suis passée dans le déni. Moi, j'ai décidé, ça a duré à peu près 6 mois. Je voulais comme pas que Maxime soit parti. Pour moi, ça se pouvait pas parce que on n'a pas pu voir le corps, j'ai jamais vu sa douleur, j'ai jamais rien, c'était pas tangible pour moi, ce n'était que des mots, des lettres, mais j'avais de la difficulté à l'accepter. Et ce que je faisais, c'est que le soir, j'allais dans sa chambre où il y avait son urne et j'y parlais. J'y racontais ma journée et j'embrassais son urne comme je l'embrassais quand j'allais me coucher le soir. Et après ça, bon, j'allais me coucher. Quand je me réveillais le lendemain matin, j'avais rêvé que c'était une blague. J'avais rêvé qu'il était revenu, que finalement on était complices, que je savais où il était. À chaque fois, je rêvais qu'il était toujours vivant. Alors, pendant 6 mois, j'ai été dans un complet déni. Et un jour, je me suis dit, c'est pas ça que Maxime voudrait. Maxime m'a écrit dans ma lettre, sois forte, Marie-Ève, et sois heureuse. Alors, je me suis dit, pour Maxime, il faut que je sois heureuse. Alors, je suis passée tout de suite à l'acceptation. J'ai décidé de sauter par-dessus quelques étapes du deuil. Et je vais vous gâcher un punch, ce n'était pas une bonne idée. Alors, j'ai passé par-dessus la colère, par-dessus la tristesse. Je me suis dit, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je vais me battre pour les causes pour lesquelles qui me tiennent à cœur et je vais continuer d'avancer. Donc, je suis rentrée à l'université. Je me suis impliquée dans beaucoup de comités étudiants, que ce soit au niveau académique, au niveau plutôt social. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée à aller voir plus loin, à essayer d'avancer et de passer à travers toute cette épreuve. Et pendant cette période-là de ma vie, ça allait très bien. J'avais pas vraiment de problème. Par contre, dans les soirées où je buvais un petit peu trop d'alcool, tout revenait et ça revenait fort. Et là, je me mettais à pleurer. C'était difficile et je m'ennuyais de Maxime et je perdais tous mes moyens. Mais le lendemain matin, quand je me réveillais, je me mettais un petit peu d'eau fraîche dans le visage puis tout était bien, on était reparti. Alors, il y a aussi une phase après où j'ai été un petit peu perdue. Je ne savais plus où je m'en allais, je ne savais plus trop qu'est-ce que je voulais. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit qui parle de cette période-là de ma vie que vous avez probablement vu. C'est « Il y a 4 ans aujourd'hui, tu es parti pour un autre monde. Tu as pris la décision de te libérer de ta douleur pour toujours. Après ton départ, j'ai été déstabilisée. Je me suis perdue dans ma propre vie. J'ai perdu une partie de moi-même, perdu mes points de repère. J'ai perdu toute certitude que j'avais par rapport à la vie. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai pris la décision de partir à l'autre bout du monde. Je me trouve maintenant en Malaisie, déstabilisée de nouveau, avec l'espoir de me retrouver. Tout est différent ici. La culture, la religion, la nourriture, la température, la faune, la flore. Je suis partie à la recherche de ma vie, de mes forces, de mes faiblesses, de mes convictions, de mes valeurs, de mes sentiments. Malgré que je trouve ça parfois difficile d'être loin des gens que j'aime, c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Tu me manques toujours autant, mais je sais que tu serais fière de moi. Ça m'aura pris 4 ans, mais j'ai enfin réappris à ouvrir mon cœur et à aimer. Je t'aime et t'aimerai toujours, ta petite sœur. » Alors, à ce moment-là dans ma vie, j'avais bloqué les relations d'amitié pour ne pas trop m'attacher aux gens. Parce que j'étais très, très proche de mon frère et quand je l'ai perdu, ça m'a anéanti. Donc, sans m'en rendre compte, j'ai gardé une certaine distance avec toutes les nouvelles personnes que je rencontrais pour ne pas être trop proche, pour essayer de, si j'ai peur, ne pas avoir trop mal. Et c'est quand j'étais en Malaisie, à l'autre bout du monde, que j'ai réalisé ce que je faisais, que j'ai laissé tomber la barrière et que je me suis laissée remplir d'amour pour les gens autour de moi. Et j'ai compris que l'amour est plus fort que la mort, comme on dit souvent, mais c'est vrai. J'échangerais pour rien au monde ce que j'ai vécu avec Maxime du temps qu'il était là. Alors pourquoi m'empêcher de vivre des choses avec des gens qui sont ici autour de moi aujourd'hui? Alors ça, c'était la petite phase dans ma vie où j'ai été plutôt perdue et déstabilisée. Et pardonnez-moi, c'est des choses qui arrivent même après 8 ans. Et bon, donc, comme je vous disais, encore à cette période-là, j'étais un peu perdue, mais je me disais que j'étais forte et je continuais d'avancer. En 2018, ça a été la chute. Ça faisait quelques fois que j'avais des soirées un petit peu arrosées et là, ça allait pas bien. Je retombais, je m'écroulais.
Et un soir, une fin de semaine, dans un chalet avec des amis, j'ai perdu la carte. Et là, ça faisait mal, ça faisait tellement mal. La boule était là, elle était tellement grosse. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment sortir ce sentiment, comment... Et j'ai décidé de plonger dans un lac complètement ivre et de le traverser à la nage. Quelle mauvaise idée! Quelle mauvaise idée! Heureusement, le lac n'était pas trop gros. J'étais capable de me rendre de l'autre côté, saine et sauve. La boule qui était à l'intérieur de moi a en quelque sorte sorti. La colère que j'avais a été dépensée dans cet exercice physique qui aurait pu néanmoins être extrêmement dangereux. Et le lendemain matin, en me relevant, j'ai réalisé que je devais arrêter de nier. Je devais arrêter de nier que tout va bien, que non. Et c'est là que j'ai compris que sauter des étapes du deuil, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, je suis repassée à travers la colère que j'avais pas envers Maxime, pas envers la situation, mais juste une colère d'avoir perdu quelqu'un, une colère de ne pas être bien. Et j'ai recommencé à consulter, bien entendu. Et là, à chaque fois que je pensais que j'avais atteint le fond, je tombais encore plus bas. Et je tombais encore plus bas. Et là, je suis vraiment tombée dans une grosse dépression. Ça faisait déjà plusieurs années que Maxime était parti et la plupart des gens pensent qu'à un moment donné, ça va, on est passé par-dessus et c'est correct. Mais non, moi, je n'étais pas du tout passée par-dessus et dans cette période-là, en 2018, je dormais 14 heures par jour. Et heureusement, je faisais une maîtrise qui se faisait quand même bien. Alors, j'ai été capable de continuer ma vie sans trop d'embûches. Mais de toute évidence, j'allais vraiment pas bien. Et à un certain point, ma psychologue m'a dit que c'était peut-être le moment d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, une autre sorte d'aide. Et au début, je ne voulais pas vraiment. Je disais non, mais j'en ai pas vraiment besoin. Moi, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin, j'ai pas besoin d'avoir une prescription. Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, il ne faut pas que je perde leur temps. Et à un moment donné, elle m'a fait réaliser que c'était correct d'en avoir besoin. Et là, j'ai réalisé que tout ce que je disais aux gens, de parler ouvertement de la maladie mentale, que c'est correct, que à prendre la médication pour une maladie mentale ou prendre la médication pour le diabète, c'est un peu équivalent. Et là, je me suis mis face à ça. Et j'ai donc accepté d'aller chercher l'aide extérieure. J'ai donc accepté de voir un médecin et de prendre les mesures pour aller mieux. Et ça fait un peu plus d'un an. En fait, ça fait exactement un an que cette fameuse soirée a eu lieu. Et je peux vous dire aujourd'hui que je vais vraiment mieux, mais je vais fondamentalement mieux. Parce que j'ai pris le temps de vivre la colère, le temps de vivre la peine, le temps de vivre l'absence de cet être qui était si important pour moi. Et il faut se laisser vivre ces moments-là. Chaque personne peut le vivre de façon différente. Certaines personnes vont pleurer, d'autres vont crier, certaines personnes vont aller courir, se défouler physiquement. Peut-être que d'autres personnes vont vouloir chanter, jouer de la musique, peu importe la façon de faire sortir cette peine et cette douleur, il faut la laisser aller. Et pendant la période où ça allait pas bien, je pleurais toujours. Mais à un certain point, on dirait que toutes les larmes que j'avais gardées à l'intérieur de moi pendant 7 ans ont fini par sortir. Et je vais vous lire un autre texte que j'ai écrit justement à cette période-là. Donc, il y a 7 ans aujourd'hui, tu m'as laissé une dernière lettre. Cette lettre, je l'ai avec moi en tout temps. J'entraîne une copie dans ma sacoche. Cette lettre, je la relis quand j'ai besoin de te sentir un peu plus près de moi. Cette lettre, je l'ai lue des millions de fois en espérant que les mots se transforment et que tu cognes à ma porte. Cette lettre, je la connais par cœur. Elle m'a permis de passer à travers les moments les plus difficiles parce que pour toi, je ferais n'importe quoi. Plusieurs me disent que c'est fou car tu n'es plus là et je ne te devrais rien, mais ils ont tort. Tu seras toujours présent dans mon cœur et dans mes souvenirs. Et si c'est ça que ça me prend pour avancer, pour qui se prennent-ils pour me juger? Cette lettre, ça fait 7 ans que je la lis et c'est seulement cette année que j'ai réalisé que je n'avais rien compris.
Quand tu m'as écrit « Sois forte, Marie-Ève, garde la tête haute, continue ta vie et surtout, sois heureuse ». Je croyais qu'être forte et garder la tête haute, ça voulait dire ne pas laisser la douleur transparaître. Je croyais que continuer sa vie, ça voulait dire ne pas s'arrêter sur la douleur vécue. Je croyais qu'être heureuse, ça voulait dire de s'accrocher un sourire au visage, mais j'avais tort sur toute la ligne. Cette année, j'ai compris qu'être forte, ça veut dire d'accepter d'être faible, d'accepter ses faiblesses, de laisser paraître la douleur et les difficultés pour que quelqu'un puisse nous tendre la main, d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Être fort, c'est faire face à tout ça, parce que c'est nettement plus difficile que d'éviter le tout en faisant semblant d'aller bien. Cette année, j'ai compris que continuer sa vie, ça ne veut pas dire de ne pas vivre la douleur, mais plutôt de prendre le temps d'apprendre à se connaître soi-même, de continuer de vivre à son rythme en laissant la douleur nous envahir quand c'est la seule façon pour ensuite pouvoir continuer d'avancer. Cette année, j'ai compris qu'être heureuse, ça ne veut pas dire être capable de sourire, mais plutôt vouloir sourire, parce qu'on est bien avec soi-même. Il me faudra peut-être relire ta lettre des centaines de fois avant d'arriver à bien intégrer ces notions dans ma vie, mais chaque petit pas compte et est important. Un jour, j'y arriverai. Merci de faire de moi une meilleure personne, même une fois traversée de l'autre côté. Je t'aime et t'aimerai toujours, ta petite sœur. Alors, ça explique un peu le cheminement que j'ai vécu et la rechute que j'ai faite 7 ans après le départ de Maxime. Et maintenant, je voudrais parler brièvement d'espoir, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Ça ne veut pas dire que les moments sont difficiles, que tout l'espoir est parti, mais parfois, il faut passer à travers des périodes dures pour pouvoir aller plus loin après, pour pouvoir se relever, se rebâtir, se reconstruire plus fort et apprécier la vie d'autant plus. Avec tout ce qui s'est passé, maintenant, je prends le temps d'apprécier tous les petits moments de la vie. Je prends le temps d'apprécier les fleurs dehors ou les gens à qui je souris dans la rue dans le temps qu'on ne portait pas des masques. Et toutes ces petites choses qui rendent la vie si belle et si simple et si agréable. Et je me dis que parfois, un simple bonjour, ça peut changer la journée de quelqu'un. Alors, pourquoi pas en profiter? Et ça fait du bien, autant la personne qui le reçoit que la personne qui le donne. Alors, je voudrais finir en vous racontant une petite histoire. Maxime, quand il était en 3e année, il a fait un projet d'écologie et il a ramené une petite plante araignée à la maison, toute petite, là, dans un petit pot de peut-être 3 pouces de diamètre à peine. Et cette fleur-là, cette plante-là, il s'en est occupé toute sa vie. C'est tout le temps lui qui l'arrosait, il demandait à ma mère de l'aide quand c'était le temps de la transplanter, mais c'était vraiment lui qui en prenait soin. Et 1 mois après la découverte du corps de Maxime, pour la première fois, cette plante a fait des petites fleurs, des petits bébés. Et c'est à ce moment-là ma mère et moi, vu un signe que la vie continue. Et c'était pour nous un signe que Maxime nous envoyait qu'il fallait continuer d'avancer et de se battre pour ce en quoi on croit. Et par la suite, ces petites plantes-là, on les a distribuées au début à la famille. Comme vous pouvez voir, juste en arrière de moi, on en voit un petit bout. Ça, c'est la plante fille que j'ai eue, un des premiers bébés. Et on a commencé à distribuer autour pour rappeler aux gens 3 choses. La première, il faut avoir une oreille attentive. Il faut écouter les gens sans juger, sans dire « non, mais pourquoi tu as fait ça? Mais non, ta vie va bien, tu es un beau grand jeune homme, il n'y en a pas de problème. » Mais plutôt écouter et demander « mais encore, peux-tu m'en parler un peu plus? Comment tu te sens face à ça? » Et vraiment ne pas juger ce que les gens vont dire. La deuxième chose, c'est d'aller chercher de l'aide quand il le faut. Ça m'aura pris du temps, mais j'ai finalement réussi à aller chercher l'aide nécessaire et il faut tendre la main. Des fois, on n'est pas capable de se relever tout seul, il faut tendre la main. Il y a des gens autour de nous, il y a des professionnels, ils sont là pour ça. Et la troisième chose, c'est de faire attention à soi-même. Parfois, on veut aider des gens, mais comme un noyé peut nous attirer vers le fond, une personne en détresse peut aussi nous attirer vers le fond. Alors, des fois, c'est bien de référer aux gens autour, de référer aux professionnels. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il faut prendre soin de soi aussi dans la difficulté et dans ce qu'on vit avec les autres autour pour ne pas se laisser attirer non plus vers le fond. Alors, c'était pas mal ça pour mon
mon cheminement. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis vraiment ouverte à parler de toutes ces choses-là. Si ça peut aider quelqu'un, pour moi, c'est une petite victoire. Ah, Marie-Ève, certainement qu'il y a des questions qui vont venir, des personnes qui nous écoutent ce soir, qui vous écoutent, Marie-Ève, parce que c'est tellement précieux, chaque mot que vous nous avez transmis. C'est très touchant, on est touché, puis en même temps, comme c'est le cas, dans nous, il y a de la force, de la vulnérabilité qui cohabitent, et vous en êtes la preuve. C'est comme si à travers le chagrin, malgré tout, on puise à l'intérieur du chagrin la force de dire, comme vous le faites ce soir. Ça prend vraiment une grande générosité pour nous parler de la façon dont vous le faites. Et c'est très touchant à tous les niveaux et ça nous fait réfléchir et c'est très inspirant. Moi, ma question, c'est les lettres de Maxime. Elles ont été peut-être fondamentales, très importantes. C'est un peu fou de demander ça ici, mais s'il n'y avait pas eu de lettres de la part de Maxime, est-ce qu'on est encore plus dans une espèce de mystère? Il y a des gens qui disent une lettre, ça m'a aidé, et d'autres me disent non, une lettre, ça aide pas forcément. On dirait que dans votre cas, Marie-Ève, les lettres ont été importantes. Oui, je pense que c'est différent pour chaque personne, pour chaque situation, mais pour moi et pour d'autres membres de ma famille, les lettres ont été extrêmement importantes parce que c'est la seule façon par laquelle on a été capable de comprendre le geste de Maxime. Sans les lettres, sans les écrits qu'on a retrouvés, les poèmes, ce genre de choses qu'on a retrouvés dans la chambre de Maxime, on n'aurait jamais compris pourquoi c'était arrivé. Maxime s'est auto-diagnostiqué atteint de dépression suite à une conférence qui avait été donnée à l'école en octobre, je crois. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu comme le tourbillon noir. Et il s'est dit, ça y est, je suis dépressive, j'ai les symptômes, je ne pourrais pas m'en sortir, c'est pas bien, je ne peux pas en parler. Puis à un moment donné, c'est devenu trop gros et il est passé à l'acte. Mais si on n'avait pas eu ces textes-là, si on n'avait pas eu les lettres, les messages, tout aurait été complètement un mystère pour nous et ça ne change rien de savoir pourquoi il s'est rendu là, mais ça ne le ramène pas. Mais ça aide à faire le deuil et à comprendre que c'était vraiment une douleur intérieure énorme. Maxime l'a dit d'ailleurs, il a dit « Le problème venait de l'intérieur et non de l'extérieur, vous n'aurez rien pu y changer. » Alors, dans ce sens-là, les lettres ont beaucoup aidé et pour ma part, je me suis beaucoup accrochée à ça. J'ai été chanceuse, j'ai eu une lettre très, très belle de mon frère. On avait une très belle complicité et parfois, ça m'aide à avancer en me disant c'est quelqu'un que j'aimais, c'est ça qu'il voulait, alors il faut que je fasse l'effort pour y arriver et pour lui en sa mémoire. Alors, oui, si ça répond à la question, mais je suis consciente que c'est très différent d'une situation à l'autre et d'un événement à l'autre. Il y a une autre partie aussi que je trouve puissante et très touchante, encore une fois, c'est le passage avec l'itinérant. Je me dis, j'imagine, Marie-Ève, que vous ne regardez plus jamais l'itinérant de la même façon. Vous le savez que ça a été la dernière personne, je crois, à qui il a vraiment parlé. Et même s'il n'a pas pu se confier, il l'a fait un peu. Et c'était inusité qu'il croise vraiment cet être qui continue à vivre, peut-être assis par terre, et que lui, il a été le retrouver pour lui donner, comme si Maxime avait voulu donner jusqu'au bout, lui donner quelque chose avant de partir, et l'itinérant aussi a tenté de lui donner quelque chose. Alors, c'est comme si je vois deux personnes vulnérables qui se retrouvent par terre et que enfin ils se confient et puis ils se reconnaissent quelque part
dans un lieu où on est perdu. Oui, oui, c'est... Tu sais, on dit souvent, comme je disais tantôt, il faut parler, il faut s'ouvrir, mais des fois, on n'est pas capable de parler avec la famille, avec les amis. Et je pense que Maxime, c'était ça. Il voulait pas se faire juger, il voulait pas qu'on lui dise que c'était pas une bonne chose. Et je pense qu'il a vu en cet itinérant une certaine, comme vous dites, une vulnérabilité qui ferait en sorte que la personne ne le jugerait pas. Et c'est d'ailleurs ça que l'itinérant a fait. Il vient pas du tout juger, il a posé des questions, il a essayé de lui dire de ne pas faire ça. Il a fait ce qui était dans son pouvoir de faire avec ce qu'il pouvait. Mais je pense que c'est important de trouver la personne avec qui on est capable de parler. Et parfois, ça peut être un inconnu. Et je pense que ça l'a enlevé un poids un petit peu des épaules de Maxime, le fait de l'avoir dit à quelqu'un avant de s'en aller. Et parfois, les gens les plus vulnérables vont être les gens qui vont avoir le plus d'influence dans la vie d'autres personnes. Alors, il ne faut vraiment pas négliger ces choses-là. Exactement, je trouve ça très fort. Est-ce que nous avons des questions? D'abord, j'aimerais indiquer à nos internautes, à nos invités ce soir que pour communiquer, pour partager des questions, si vous regardez à gauche de l'écran, vous avez ce qu'on appelle en chinois un chat room, donc c'est-à-dire un écran de clavardage. Alors, vous pouvez entrer vos questions directement là et on va les recevoir là. Alors, finalement, il y a un premier commentaire d'abord qui remercie Marie-Ève et qui dit que c'est avec des témoignages aussi puissants et importants qu'on va aider les gens et que c'est souvent très aidant de partager les expériences des autres. Alors voilà, je voulais quand même le transmettre à notre invité. Merci. Et une question, dans les 8 ans ont passé, évidemment, on n'oublie pas, c'est présent, un événement comme ça à tous les jours, vous l'avez dit, mais si vous aviez un élément ou une idée positive qui est ressortie de tout ça, qui vous a aidé vous-même dans votre cheminement, qu'est-ce que ce serait? En fait, comparativement à ce que vous auriez peut-être été sans cet événement tragique qui est arrivé dans votre vie. Je suis définitivement allée plus loin. J'ai voulu, le fait d'avoir perdu autant m'a donné le goût, comme le titre le dit, de me relever et de viser encore plus loin. Ça m'a donné beaucoup de motivation pour continuer d'avancer, mais pour profiter davantage des petits moments de la vie. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée, qui m'a dit la vie tient vraiment à un fil et parfois, on ne va vraiment pas se rendre compte de la douleur des autres et même de la douleur de soi-même. Alors, c'est important de profiter, de s'écouter, de prendre le temps de vivre avec soi-même et de juste apprécier. Et je pense que toute cette tragédie-là fait de moi quelqu'un qui est plus forte maintenant, qui a peut-être des meilleures valeurs, qui est plus attentive et ce genre de choses-là qui fait de moi, je pense, une meilleure personne qu'avant que Maxime s'enlève la vie. Oui. Et par rapport à votre propre cheminement, par rapport à vos proches, à votre famille qui a vécu, vous l'avez dit, chacun vit ça à sa façon. Donc, chaque membre de votre famille a fait son propre chemin par rapport à cette perte-là. Quelqu'un nous demandait est-ce que tout le monde s'en est bien sorti autant que Marie-Ève? Alors, j'ose vous poser la question. C'est difficile à dire parce que je ne sais pas exactement comment tous les membres de ma famille le vivent parce que, comme on sait, chez nous, on peut bien cacher nos émotions. Mais tout le monde l'a vécu différemment, ça c'est certain. Ma mère et moi, on a beaucoup parlé, on a beaucoup extériorisé tout ça. Pour ce qui est de mon père et mes frères, c'est des gens qui, à la base, sont beaucoup moins volubiles. C'est des gens qui vont moins s'exprimer, moins parler, alors ils l'ont vécu le deuil d'une autre façon. Je pense que tout le monde a essayé d'aller chercher le meilleur en lui-même pour essayer de passer à travers ces épreuves-là. Mais c'est définitivement pas tout le monde qui le vit de la même façon et au même rythme. Moi, j'ai eu ma grosse rechute après 7 ans, mais certaines personnes vont peut-être l'avoir après 15, après 30. Alors, le futur nous dira ce qui se passe, mais
c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais c'est comme si vous aviez confiance, Marie-Ève, au rythme de chacun. Oui. Comme si vous vous disiez, un jour, ça fera moins mal, ou un jour, on va trouver un peu plus de sens à notre survie, à cet événement-là, parce qu'on se demande des fois comment ça qu'on n'en meurt pas de chagrin, tellement ça fait mal. Et donc, ça ouvre la voie à un grand questionnement. Et puis, j'ai compris aussi que votre propre écriture, quand vous écrivez des lettres, Oui. ça a l'air de beaucoup vous aider. Il y a si vous êtes d'accord avec moi, il y a une expression écrite qui nous permet d'aller dans des zones à l'intérieur de soi que peut-être la parole n'ose pas aborder. Est-ce que vous êtes un peu d'accord? Même que Maxime a fait ça. Oui. Il a parlé dans ses lettres avant de partir, mais il n'a pas verbalisé sa peine à quiconque, mais il a osé l'écrire. C'est comme si, quand on écrit, on est un peu plus près de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. Et peut-être qu'avant, vous n'écriviez pas beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a justement incité, les lettres de Maxime, à vous reprendre un peu son crayon et puis écrire de ce côté ici de la vie? Oui, définitivement. J'écrivais pas avant. J'ai jamais été quelqu'un qui a écrit ou même lu beaucoup. Mais quand Maxime est parti, à un moment donné, j'ai senti la première année le besoin d'écrire où j'étais rendue, de décrire tout ce que j'avais vécu. En parler, ça n'amenait pas le même effet. On dirait que de le mettre sur papier, moi, ça m'a vraiment aidé. Et j'ai fait ça, dans le fond, j'ai écrit un texte par année, le 28 février. Et c'est un texte qui essaie d'expliquer le cheminement dans l'année que j'ai fait. Et ça m'aide au moment où je l'écris, ça m'aide au moment où je le mets sur papier, où je suis rendue, qu'est-ce que j'ai accompli. Mais ça m'aide aussi maintenant de relire et de voir tout le chemin que j'ai parcouru. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on en a fait du chemin à travers le deuil. On était peut-être très, très loin et on en a monté des escaliers pour arriver où on en est. Et le fait d'écrire, de mettre sur papier, on dirait que ça rend les choses beaucoup plus tangibles que de juste en parler, les paroles qui volent en l'air, les gens qui écoutent à moitié. Alors oui, en effet, ça m'a grandement aidé et je l'ai fait un peu à la façon de Maxime, en lui écrivant à chaque année une petite lettre qui peut-être de là-haut l'entendra. Oui, oui. Joanne, il y a une question qui s'adresserait plus à toi, en fait. Quelqu'un nous demande comment faire son deuil quand il n'y a pas de signe, il n'y a pas de lettre, il n'y a rien. Tout est resté silencieux et peut-être Oui, mystérieux dans quelque sorte. oui. Comment faire ça? Oui. Moi, j'ai tendance à croire que cette personne qu'on a aimée et qui n'est plus là, nous a déjà parlé, nous a déjà dit des choses qui n'étaient pas de l'ordre du geste fatal, mais qui a eu peut-être des échanges, un peu comme Marie-Ève disait, c'était comme mon complice. Il vivait beaucoup dans la joie ou le plaisir, mais en même temps, il devait aussi se confier des difficultés qu'il vivait ou des choses aussi. Alors, je crois que après coup, tout endeuillé, par suicide davantage, mais les autres deuils aussi, pour les personnes qui sont là ce soir. Quand on se demande où est la personne, qu'est-elle devenue, comment pourrais-je imaginer ce qu'elle a vécu avant de mourir, dans quel contexte. Moi, je crois qu'on se dit, je veux me rappeler de ce que mon frère, dans ce cas ici, aurait dit dans une journée normale. Je veux essayer de comprendre que lui est arrivé à un moment dans sa vie où il ne pouvait plus continuer, mais avant que ce geste arrive, il a vécu. Il était quelqu'un qui se prononçait, qui avait des idées, qui avait des pensées, qui échangeait avec sa famille, avec les amis. Et je serais portée beaucoup à retracer les souvenirs vivants pour contrer ceux qu'on n'a pas autour de la mort.
Et puis, vous savez, l'être humain est ainsi fait et heureusement, on est capable d'imaginer le meilleur et le pire, mais on est capable aussi d'imaginer le meilleur. Et c'est dans ce sens-là que j'oserais dire que c'est à nous de réécrire l'histoire qu'il n'a pas écrite. C'est à nous de la poursuivre de quelque façon avec son crayon. C'est à nous, un peu comme Marie-Ève, même si elle a eu des lettres, elle a dû aussi faire quelque chose de sa propre vie et de décider comment elle allait surmonter l'épreuve. Et ça a été de communiquer. Et je crois qu'elle est inspirée par son frère. Et nous sommes des êtres qui devraient toujours essayer d'être inspirés par les personnes qui ne sont plus là. Je pense que les personnes qui ne sont plus là ont un grand rôle à jouer dans notre vie au quotidien, parce qu'elles ont été pour nous, parce que nous sommes devenus et parce que nous allons devenir à cause de l'épreuve. Alors, ils y sont beaucoup pour notre chemin, même s'ils ont été beaucoup pour notre peine. Il y a quelqu'un qui nous rappelle que, enfin, qui remercie Marie-Ève et qui dit que, bien sûr, le témoignage est très fort et qui souligne le fait que les grandes douleurs, souvent, comme le décrivait Marie-Ève, sont souvent invisibles et muettes et ça nous rappelle à chacun et chacune d'entre nous de garder notre cœur ouvert, les oreilles, même des fois, rien n'y arrivera, mais au cas où il y aurait un petit vent ou un tout petit extrait de cette douleur, ben, on peut s'y raccrocher ou on peut essayer d'aider. Mais quelquefois, malheureusement, comme décrivait Marie-Ève, ce n'était pas le cas. Mais restons à l'affût. Oui, oui. Marie, est-ce qu'il y a d'autres questions présentement, Alain? Ou je peux... Pas pour l'instant, tu peux enchaîner, oui. Oui. Alors, Marie-Ève, ce qui m'a frappé dans votre récit, c'est que peut-être 2 jours avant, si j'ai bien écouté, vous dansiez et avec un sandwich et puis la vie était belle et bonne. Est-ce que vous pensez qu'à travers sa douleur, sa souffrance, ça veut dire qu'on ne souffre pas 24 heures par jour et que nous avons des moments, des petites bulles de joie auxquelles vous avez pu contribuer avec lui sans le savoir, qui trouvait en vous peut-être pas la force de rester, mais la force de rire encore avant de partir, d'avoir encore un beau moment avant de partir. Je me demandais, par rapport à la scène qu'on imagine comment les choses se sont produites après qu'on l'ait retrouvée, c'est dur pour le cerveau d'aller là. Et est-ce que vous êtes porté maintenant à structurer votre pensée en vous disant « je veux me rappeler de cette danse et de nous rire » plutôt que de focaliser sur les moments où je me demande comment il se sentait avant de partir. Et est-ce qu'on y arrive ou ça nous suit quand même? On y arrive, mais il y a toujours des moments où on va être dans le doute. On va se demander, mais cette douleur, puis ça, c'est les moments qui sont les plus difficiles pour moi. C'est quand j'essaie d'imaginer la douleur que Maxime vivait pour en arriver à l'acte. Et à chaque fois que j'embarque là-dedans, tout de suite, je me dis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là, comme vous dites, je repense à la danse dans la cuisine, je repense quand je jouais de la guitare et de la batterie ensemble et que j'essayais de faire de mon mieux. Oui. Je repense à quand on riait en jouant à des jeux vidéo ou des jeux de société. Mais je m'accorde certains moments qui sont faits pour ça, pour vivre cette peur de la douleur que Maxime a vécue. Je pense que ça a été important pour moi de laisser ce sentiment-là venir, mais pas à n'importe quel moment. Non. Donc, par exemple, quand je suis avec ma psychologue, c'est un bon moment pour moi pour laisser ça monter, le vivre. Je suis bien encadrée à ce moment-là.
Mais quand des fois ça arrive comme ça à d'autres moments, sans vraiment le vouloir, on a vu quelqu'un, ça nous a fait penser à quelque chose, puis pouf, là, je me dis à quel point il devait avoir mal pour en arriver là. J'ai eu mal, j'ai eu très mal, mais j'ai jamais eu assez mal pour me dire que j'allais m'enlever la vie. Et là, là, je me dis non, on va penser à d'autres choses. Euh, et oui, j'aime me rappeler des beaux moments. Je regarde souvent des photos parce que c'est ça, en fait, qui reste. Oui. C'est ça qui reste, c'est les souvenirs, c'est les beaux moments. Qui a existé entre vous deux. Oui. Mm-hmm. Alors, c'est à ça que je m'accroche. Oui. Et puis, aujourd'hui, vous dites la vie a quand même un sens, même quand on l'a perdu et qu'il faut le rebâtir. Vous dites je peux retrouver de la joie à travers ma peine. Vous dites tout ça. Vous y croyez à la vie qui a aussi qui est forte dans un sens. En tout cas, la vôtre a eu l'air de reprendre beaucoup de racines, comme si vous êtes très ancré dans cette vie. Vous n'avez pas peur de tomber dans un état comme ça. Aujourd'hui, vous vous dites, je vais toujours m'équiper, je vais faire en sorte de ne pas me laisser sombrer. C'est un peu ça. Ouais. Il y a des gens qui ont perdu par suicide et qui peuvent avoir très mal et qui peuvent peut-être penser eux aussi à commettre le pire et dire ça ne vaut pas la peine. Je crois que ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, c'est écrivez, parlez, allez vers de l'aide. Il y aura d'autres solutions, il y aura des alternatives. Oui, et c'est important, je le répète, puis tout le monde le répète, mais c'est important d'en parler pour vous et pour les autres. D'un fois, je me dis, j'ai eu une période difficile dans mon adolescence où ça n'allait pas très bien et c'était très difficile et je pensais au suicide sans y penser vraiment, mais tu sais, quand ça passe, je ne l'aurais jamais fait, là, mais tu sais, c'est les idées qui viennent, l'adolescence, là, le cerveau est en ébullition, tout change, on est tout perdu. Et j'en ai pas non plus parlé à Maxime. Je me dis, si j'avais parlé de ma douleur à Maxime, peut-être que lui, après, aurait été à l'aise de parler de la sienne. Et donc, c'est pour ces deux raisons-là que c'est super important de parler, d'écrire, de glisser un mot à un inconnu qui vous sourit assis à côté dans l'autobus ou à des professionnels, à de la famille, à des amis, à des professeurs, des collègues. Parce que en parlant, on s'ouvre, on vient libérer un peu cette douleur qui est prise à l'intérieur et on s'entoure de bonnes personnes qui pourront nous aider si jamais on chute. Et ça, je pense que c'est important de laisser les gens savoir, de laisser les gens la chance d'être alerte. Maxime ne nous a pas laissé la chance d'être alerte. Alors, si vous en êtes conscient, parlez-en. La maladie mentale, c'est une maladie. Il n'y a rien, il n'y a pas de honte à ça du tout. Et il faut qu'on essaye de faire comprendre ça à la société. Le slogan de l'Association québécoise de la prévention du suicide était avant « Le suicide n'est pas une option ». Et j'ai toujours détesté ce slogan-là parce que pour les gens qui pensent au suicide, c'est une option. Et donc, ça vient fermer un peu le dialogue. Et j'ai été extrêmement heureuse quand le slogan a changé pour parler du suicide sauve des vies. Parce que c'est vrai, il faut parler, il faut en parler, il faut laisser les gens enlever ce tabou, cette honte d'avoir mal. Parfois, on va appeler un ami, on va dire « Hey, je déménage en fin de semaine, est-ce que tu peux venir m'aider? » Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas un ami et on dit « Hey, je ne vais pas bien, peux-tu passer chez moi? » Alors, c'est l'espoir que j'ai qu'un jour notre société va être capable de se rendre jusque-là. Vous savez, Marie-Ève, chose certaine, vous avez repris une parole que Maxime n'a pas pu prononcer. Vous faites encore quelque chose d'énorme pour lui. Et par lui, vous faites un bien autour de vous pour toutes les personnes qui avaient une souffrance qui ressemble à celle que Maxime n'a pas pu nommer. Vous vous rendez bien compte, il a laissé beaucoup, Maxime, malgré tout,
en partant. Hein. Il nous laisse beaucoup, Maxime. Il a laissé cette fameuse plante qui a pris un symbole extraordinaire pour dire que la vie continue et qu'il faut s'enraciner à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment se définir et puis pousser dans la vie. Hein? Et donc, la plante qu'il avait rapportée tout petit à la maison est devenue un objet de transition extraordinaire pour nous. Alors, sans le savoir, il nous a fait un grand cadeau. Et puis, sans le savoir, il n'aurait peut-être pas imaginé que Marie-Ève allait reprendre une parole, encore une fois, qui pour lui ne pouvait pas être dite. Et en même temps, il vous a aussi invité à écrire, comme il l'a fait lui avant de partir. Et c'est intéressant, à travers la peine, tout ce qu'on peut aller chercher comme petits indices auxquels s'accrocher pour continuer notre propre chemin. Hein? Ouais. Alors, c'est comme si, à travers vous, il existe, il vivra toujours parce que son nom est là. Vous le prononcez. On dit toujours qu'on fait vivre nos morts par la parole qu'on comprend pour les décrire, pour dire qui ils étaient. Et je crois que quand vous étiez venu au colloque, vous n'avez pas raté non plus l'occasion à ce moment-là de bien nous présenter qui était Maxime. Et on pense à toutes ces mamans qui ont perdu, et ses frères et sœurs qui ont perdu des amis par suicide, mais aussi par des événements inattendus, soudains, pour lesquels on ne s'est pas préparé. Il y a tout un chemin à faire hein, pour reprendre la perte comme thème dans notre vie et regarder, bon d'abord, je me disais quand on est tout petit à l'école, si on nous parlait beaucoup de la perte, que dans la vie, il n'y a pas que des victoires, puis il n'y a pas que de la réussite, mais qu'il y a aussi des pertes et des échecs, et des pertes d'êtres chers, et des pertes auxquelles on n'avait pas vraiment porté une attention, pensant qu'on ne pouvait pas perdre quelqu'un qu'on aime comme ça, ou qu'on ne pouvait pas perdre un idéal auquel on s'était tellement accroché. Alors, des fois, moi, je disais, on ne peut pas se pratiquer à perdre, et puis mais on peut peut-être apprendre de la perte. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut apprendre beaucoup de choses si on se laisse la chance de vivre la perte et d'analyser comment on réagit à la perte et tout ce qui est autour, comme vous le dites. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'apprendre et de se relever encore plus fort de ces événements-là. Oui. On a une question intéressante, je pense. Vous avez décrit votre cheminement et en disant qu'il y a 1 an, donc 7 ans après la perte de votre frère, il y a eu un événement qui a fait que vous vous êtes remis en question et vous avez essayé de trouver des moyens pour que vous puissiez cheminer dans le travail de deuil. Et quelqu'un disait, le deuil est tabou, souvent, même comme la mort, comme le suicide aussi. Et est-ce que dans votre entourage, au travail, dans votre cercle d'amis, il y a eu des critiques ou des incompréhensions en disant, après 7-8 ans, reviens-en, comment c'est le temps qu'on passe à autre chose? Est-ce que vous avez vécu ce genre de commentaires ou sentir cette pression-là de peut-être pas avoir fait les bonnes choses au bon moment, même si ce n'est pas du tout le cas, bien sûr? Oui, je ne l'ai pas vécu. Les gens ne m'ont jamais dit les choses de façon brusque comme ça, mais je l'ai ressenti de certaines personnes des fois que quand je retombais un peu, c'est juste les petits soupirs, les petits silences, une genre d'incompréhension de ce que je vivais et il y a beaucoup de gens qui pensent que
un deuil, 1 an après, ça suffit. Mais c'est pas ça du tout. On peut pas mettre de chiffres là-dessus. Et je peux pas blâmer non plus les gens qui l'ont pas vécu. Les gens ils savent pas c'est quoi. C'est difficile. Et justement, quand on sait pas vraiment de quoi on parle, on est mieux de pas juger, juste écouter et apprendre de ce qu'il y a autour. Mais ça a été difficile parfois de sentir que comme vous dites, j'avais pas fait les choses au bon moment, que j'étais moins bonne parce que j'étais encore pris là-dedans. Ça a été difficile, mais j'avais des gens proches de moi qui m'ont beaucoup supporté, qui comprenaient, qui étaient très ouverts à la souffrance que j'avais. Et ça m'a aidé à passer par-dessus les gens qui étaient un peu plus négatifs. Oui. En tout cas, moi, ce que je réalise en vous écoutant, Marie-Ève, c'est que dans la peine que vous avez encore et comment on pourrait faire sans en avoir, je crois que on va, toute personne qui a perdu un être cher, un être qu'on a investi, qu'on aimait tant, qui était une partie de soi, de notre vie, je pense que de façon intermittente, on va pleurer dans la vie cette perte. On ne la pleure pas une fois pour toutes. On la pleure à l'occasion toute la vie. Comme vous dites, parfois, on profite d'être dans un lieu où quelqu'un peut pleurer avec nous ou porter nos larmes ou écouter nos larmes sans avoir peur. Et j'ai l'impression, vous me direz si je le formule bien, mais que vous avez trouvé vos forces à travers cette vulnérabilité. C'est difficile à expliquer, mais quand vous cachiez la vulnérabilité ou la peine, au fond, c'est là où vous alliez le plus mal. Ouais. Et quand vous avez décidé de montrer la peine, de laisser couler les larmes, de mettre des mots, de vous confier, même si vous étiez brisé en vous confiant, c'est à partir de ce moment-là que vous avez pu rebâtir. Oui, vous rebâtir. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve ça extraordinaire, ce que vous nous avez dit au niveau du changement par rapport à l'ingénierie, ou est-ce que le génie, ou est-ce que vous avez décidé d'aller dans le génie de la construction, parce que finalement, de voir des bâtisses pouvoir naître avec force, hein, une bâtisse, c'est solide, et puis il me semble que ça devait inspirer la personne que vous êtes, jeune et pourtant remplie de réflexion et capable de faire l'analogie entre construire à l'extérieur permet de nous construire à l'intérieur et vice-versa. Oui, tout à fait. Ah, oui. Oui, j'ai d'ailleurs un texte, quand ça faisait 5 ans que Maxime est parti, j'ai écrit un texte qui allait dans ce sens-là, qui parlait de rebâtir mes fondations brique par brique. Donc oui, c'est en effet un parallèle intéressant. On a besoin de beaucoup d'images, hein, comme ça. C'est une belle image, brique par brique. Et voilà. Je pense, Alain, que bientôt, on va devoir terminer. Oui, peut-être en terminant, j'ai une dernière question qui nous vient de notre public ce soir. On se demandait, Marie-Ève, si à la maison, en famille, vous parliez de Maxime. On sait que des fois, suite à un décès, et souvent un décès plus dramatique, en fait, on essaie d'éviter le sujet. Ou comment ça s'est passé pour vous? Au début, c'était plus difficile parce qu'on ne savait pas exactement comment chacun de la famille vivait le deuil. Je parle dans les premiers moments. Les premiers mois, c'était plus difficile. On en parlait un peu moins. Puis à chaque fois que le nom était prononcé, là, c'était les grosses pleurs. C'était frais là, comme douleur. Mais maintenant, on en parle régulièrement. J'en parle quand ça vient. Si j'ai un souvenir qui me vient en tête, je vais en parler ouvertement. Parfois, je vais en parler, puis ça va engendrer des larmes pour quelqu'un d'autre. Parfois, quelqu'un d'autre va en parler, c'est moi qui va avoir des larmes, mais tout le monde est correct avec ça, tout le monde comprend. C'est sûr qu'il y a des gens dans la famille qui ont plus de difficultés.
Alors, on essaye de faire attention parce que pour eux, d'en parler, c'est encore trop dur. Alors, on ne fait pas exprès non plus. Mais moi, ma mère, on en parle régulièrement, très ouvertement. On le garde en vie. Oui, oui. Moi, en tout cas, en terminant, parce que des fois, on n'a pas envie de terminer une soirée parce qu'on est bien avec vous, Marie-Ève, malgré la lourdeur du sujet, malgré la peine que vous avez. Vous rejoignez notre propre peine, notre propre vulnérabilité. Vous rejoignez aussi les forces qui sont derrière nos peines et on a envie que vous nous prêtiez vos forces parce que c'est très impressionnant. Vous savez, il y a une espèce de croyance où on dit que la sagesse vient avec les cheveux gris. Mais moi, ce soir, je vois que la sagesse vient avec les cheveux blonds. Et puis, il n'y a pas d'âge pour être sage. Vous êtes une âme, on dit une vieille âme, mais vous êtes quelqu'un sans âge parce que vous commencez à nous dire des choses si importantes à ce stade de votre vie. Imaginez vers quoi vous allez et tout ce que vous saurez nous dire encore des années plus tard. Et on a besoin des témoignages aussi forts que le vôtre. On va à l'université, comme psychologue, on prend des cours, on apprend, on aime ça, mais il n'y a rien que... il n'y a pas une aussi grande force et je dirais joie profonde d'apprendre des récits de l'autre. Et quand on est psychologue, l'autre nous confie un récit et même si on l'aide, cette personne-là, parce que c'est bel et bien le rôle qu'on doit avoir, souvent elle ne sait pas qu'elle nous aide en se confiant à nous, en disant j'ai mal et en nous montrant cette vulnérabilité chez tous les humains. Et on est capable de contacter la nôtre, même quand on est un professionnel de la santé mentale, même quand on va bien. On est capable de se mettre dans le cœur de l'autre, dans la peine de l'autre, et de faire une coéquipe à deux dans votre traversée. En tout cas, ce soir, votre chagrin qu'on a pu porter avec vous, mais aussi votre sagesse, et puis votre espoir, votre regard sur l'avenir, vous allez aider non seulement des gens de votre âge, mais vous allez aider des gens de tout âge. Et on peut avoir 80 ans ce soir, 90 ans, vous entendre et comprendre combien une jeune personne peut nous faire du bien. Donc, vous nous avez fait un bien énorme. J'espère que pour vous de nous avoir parlé, parce que vous avez parlé à des personnes qui sont en deuil, des personnes qui sont sensibles à la perte. Donc, vous aviez justement l'auditoire qui pouvait se joindre à vous, se connecter à vous, mais ma joie aussi est la suivante, et je le dis à Alain, c'est de comprendre maintenant qu'on peut vous retrouver sur le site web et vous écouter encore et encore. Parce que quand on vous écoute une première fois, c'est comme une lettre qu'on lit ou un livre qu'on lit, on a envie de relire. Et moi, j'aurais envie de vous écouter encore. Et je finirai par dire merci parce que la gratitude, ça donne beaucoup de bonheur. Et j'ai beaucoup de gratitude envers vous ce soir. Et donc, vous m'amenez dans ma sensibilité, mais dans un bonheur profond. Et ça, c'est parce que j'ai devant moi quelqu'un qui était limpide, capable de nous parler aussi vrai que vous l'avez fait. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci à vous. C'est très, très touchant d'entendre ça. Et vous aussi, vous m'aidez beaucoup. Le fait de savoir qu'on peut aider des gens, ça, en quelque sorte, m'aide moi aussi. Oui, c'est ça. On fait tout ça ensemble. Hein? Ouais. Et c'est comme ça que
malgré la distanciation sociale, on est capable de se rapprocher. Maintenant, j'ai appris à aimer finalement les écrans parce qu'on n'a pas de masque, parce qu'il n'y a pas de distanciation sociale à travers l'écran. On dirait qu'il y a un rapprochement. Je n'y aurais jamais cru avant de vivre ce qu'on vit. Alors, vous avez su être intime avec nous à travers un écran et nous avons vécu la même chose avec vous. Alors, puisse votre chemin continuer de s'élargir et que nous ayons l'occasion de croiser le vôtre encore et encore, parce que vous aurez toujours quelque chose à nous apprendre. Vous êtes partis pour cela. Et c'est vraiment énorme ce que vous avez fait pour nous ce soir. Je vous embrasse. Oui, je vous embrasse tous aussi. Oui, puis merci beaucoup. C'était un témoignage très important, je dirais, et très touchant. Et je remercie donc bien sûr Marie-Ève, je remercie Joanne de Montigny et je rappelle aux gens que si depuis déjà, c'est la 4e année où on organise des soirées sur le deuil, pour nous, c'est important au Repos Saint-François d'Assise d'amener à notre façon notre humble contribution pour aider les gens à cheminer dans ce chemin souvent sinueux qu'est le deuil. Et je pense que l'exemple ce soir est tout à fait probant avec des témoignages aussi importants et aussi forts. Je suis convaincu que vous avez, Marie-Ève, touché beaucoup de gens et aidé beaucoup de gens, d'ailleurs, dans le chatroom que je suis. En vous écoutant, on nous dit que oui, les gens ont apprécié d'abord le témoignage et ça a aidé beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup. Et je rappelle à nos internautes de ce soir que le prochain rendez-vous sera le lundi 2 novembre pour la soirée sur le deuil avec un ou une invitée qui vous sera annoncé là, dans les prochaines semaines. Le lien de référence est toujours le site web du Repos Saint-François d'Assise, c'est-à-dire le rsfa.ca. Et vous y êtes déjà puisque vous êtes connecté. Donc, vous retrouvez toutes les informations et vous retrouverez bientôt aussi le programme du colloque. Je reprendrai un titre de Michel Tremblay, le grand écrivain, qui disait « En pièces détachées ». Alors, ce sera en pièces détachées, notre colloque, avec des capsules web qui vous seront annoncées là, dans les prochaines semaines, au courant du mois d'octobre. C'est pour cette raison qu'en octobre, il n'y a pas de soirée sur le deuil en tant que tel, mais on se retrouve le 2 novembre. Alors, merci à vous tous, merci à tous ceux qu'on n'a pas entendus mais qu'on ne voit pas, ma collègue Élise et à notre technicien Bernard. Et merci à chacun de votre écoute, de votre présence et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci.